Bonjour donc à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour ce deuxième jour. Moi je suis, enfin ce troisième puisque ça a commencé samedi exactement. Je voulais juste dire quelques mots, d'abord dire que je suis très heureuse d'être ici. Je suis venue de Brest, il y en a qui viennent de beaucoup plus loin, hein. Mais pour moi c'est déjà loin de venir... Voilà, on n'a pas souvent l'occasion, en fait, dans notre métier, à la fois de chercheurs et d'artistes, de se rencontrer dans des moments comme ça. Donc, du coup, les distances s'agrandissent de par la rareté de ces moments. Voilà, donc je voulais remercier tout le monde, et à la fois les organisateurs, le Centre chorégraphique, l'Université de Toulouse, je ne sais pas tous les noms des Erasmus Mundus, etc., pour cette rencontre. Donc voilà, donc on va faire un échange avec Bernardo Monte, donc chorégraphe et danseur, que vous avez, j'espère, sans doute vu hier lors de la représentation de Soleil du Nom au-dessus. On a voulu avec Bernardo, après je vais le laisser évidemment parler, c'est à lui que sera la parole. On a décidé donc avec Bernardo de faire ça sous la forme d'un échange plutôt décontracté, parce que c'est une forme qui nous convient bien. Juste pour situer un peu le contexte dans lequel cet échange va se dérouler, je suis avec Bernardo en échange et en conversation depuis maintenant 2 ans sur son travail. Et donc cet échange, c'est à la fois le fruit de ces 2 ans qui avancent, de ces recherches, de ces questionnements, et à la fois la rencontre avec le Soleil du Nom de hier soir. Voilà, ça c'est pour mon côté. Puis après, Bernardo, je vais le laisser parler. Donc bonjour Bernardo, merci d'être là aussi. Bonjour tout le monde. Donc j'aurais voulu peut-être que tu commences par nous parler un petit peu de ton spectacle d'hier soir brièvement. Alors moi j'avais des questions assez simples. Dans quel contexte ce spectacle Soleil du Nom a été créé? À quel moment de ton parcours de danse? Donc c'est la deuxième question. Et la troisième question, c'est ce que tu vas sans doute faire aussi, mais c'est le lien entre le film de Théo Hernandez qui passe pendant le spectacle et le texte d'Amandine André. Voilà. D'abord, c'est une pièce, bon, c'est un solo qui peut-être, je dirais, est une sorte de focale sur certaines questions que je peux me poser à travers le cinéma, la littérature ou la danse. Et c'est vrai que ce film est un film qui a été tourné il y a 30 ans. Et au moment de sa sortie, il a été plutôt contesté. Il est passé à la Cinémathèque de Chaillot. Il y a eu des réactions très violentes vis-à-vis de ce film, qui est muet et qui est pour moi pas un film comme on fait souvent, c'est-à-dire qui sont des captations de danse. Pour moi, c'est un film de danse, c'est-à-dire que la danse y est présentée de manière peut-être fragmentée, qui, moi, me correspond bien. Et Théo Hernandez, donc, qui est un cinéaste mexicain, a cette particularité peut-être de filmer en même temps qu'il danse, parce que c'est du Super 8. Donc en même temps qu'il filme, il est lui aussi autour de moi en dansant. Donc il y a une sorte de dialogue de danse, lui, moi à travers le mouvement et lui à travers la caméra. Donc je voulais que ce film soit encore présent aujourd'hui dans ce parcours. Ensuite, il y a le texte d'Amandine André. Amandine André est une toute jeune écrivaine qui a malheureusement la singularité d'avoir une maladie qui la paralyse complètement, une ossification, et qui fait que toute sa sensualité traverse et passe par les mots. Et il y a donc une très très forte présence du corps dans son écriture. Et je voulais être confronté moi-même à cette dimension-là. Et il y a moi dans la danse, et comment aujourd'hui peut-être
c'est être face à je dirais une complexité. Il y a la présence de l'image, la présence de la danse avec ses ombres qui sont très très fortes dans ce spectacle, et la présence des mots. Et c'est cette circulation entre ces trois médiums qui peut être où le spectateur peut à un moment choisir soit de regarder que le film, c'est possible, soit de regarder que la danse, soit de fermer les yeux et écouter le texte, mais il y a un choix subjectif du spectateur à un moment dans le parcours du spectacle qui, moi, m'intéressait. C'est faisable parce que je crois, aujourd'hui, sur mon parcours de chorégraphe, je ne peux me permettre ce genre d'aventure qu'à travers un solo. Je pense que dans les écritures plus collectives, les choses sont peut-être plus simples, je dirais. Plus simple, c'est-à-dire où les lectures sont moins multiples. Juste, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu à quel moment de ta danse, alors ça va peut-être nous permettre de parler de ton parcours de danse et aussi de ta formation, parce que je pense que c'est important pour comprendre ta danse aujourd'hui, évidemment. Donc, à quel moment de ton parcours est arrivé Soleil du Nom au niveau de ta danse, et du coup, d'où a commencé ta danse pour arriver jusque-là? Le Soleil du Nom, c'est en fin de compte, l'origine c'était le nom du soleil. C'était parce que je devais travailler avec Mathieu Riboulet qui a écrit un roman qui s'appelle Le Nom du Soleil. Et bon, il est décédé il y a pas longtemps. Et du coup, le Soleil du Nom, on devait mener cette aventure à Casablanca. Et son absence a fait qu'on a transformé le nom et gardé peut-être l'esprit de quelque chose en tout cas. Ma formation, bon, moi je suis, après des études psychomotricien, j'ai été, il y avait un cours de danse obligatoire en psychomotricité, et quand j'ai découvert la danse, je me suis dit c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je suis ensuite allé à Moudra. Moudra à Bruxelles, parce que Germaine sera là pour parler de Moudra Afrique, qui a aussi existé. Moudra Bruxelles, c'est une formation donc assez classique, conventionnelle, où on a de la danse classique, la danse contemporaine, mais aussi du théâtre, mais aussi danse africaine, aussi méditation, etc. Donc c'est une école pluridisciplinaire et plutôt internationale, mais qui dans son enseignement est plutôt occidental, je dirais. Et c'est vrai que lorsque je suis sorti de cette formation, quand je suis arrivé c'était donc à Bruxelles, quand je suis arrivé en France, je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'est comme ça que j'ai fait une demande de bourse pour aller étudier le Buto au Japon. Je pense, j'ai la sensation d'être quelqu'un qui est né, incomplet, et que je vais chercher de par le monde des parts de moi-même. Et en allant au Japon, j'ai trouvé une part assez importante de ce que peut-être de ce que je suis. Je sais. Et la rencontre avec Kazuo Ono, c'est un maître de Buto. La rencontre a été importante parce que dans toutes les complexités, peut-être dont on parlera, la question des origines, etc., c'est quelqu'un qui, à un moment, me dit, si tu veux danser, tu danses sans psychologie, sans pulsion, sans. Tu danses avec l'âme. Il y a une sorte de danse de l'âme. Et la danse de l'âme, c'est peut-être quelque chose qui va être au-delà des cultures, au-delà des genres, au-delà justement de tout ce qui fait à un moment les appartenances restreignantes, qui nous restreint. Et j'ai trouvé là un espace pour moi de sortir de certaines questions qui m'empêchaient peut-être d'avancer, en tout cas dans ma réflexion. Donc, à la suite de cette formation, on a construit les compagnies, etc. Enfin, le parcours classique. Après, j'étais directeur de centre chorégraphique. Celui de Rennes, après celui de Tours, et je suis maintenant basé à Morlaix.
dans un complexe qui associe cinéma d'art et d'essai, musiques actuelles et théâtre et danse. Et les permanents du lieu sont des handicapés mentaux professionnels, mais qui donnent peut-être un aspect plus attentif à la question de la fragilité, je pense, la question du vulnérable, peut-être dans nos sociétés, puis de la question de l'accès à l'art, pas forcément que physiquement, mais aussi qu'est-ce que c'est aujourd'hui quand les handicapés normaux que nous sommes, de quelle manière on accède aussi à ces espaces un peu privilégiés. Tout à l'heure, tu as parlé d'identité, alors de la restriction ou de la contrainte que la recherche peut-être identitaire a pu amener dans ton parcours de vie, de ton parcours de danse. Donc peut-être est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où tu vas, si tu peux nous en parler un peu. Où je vais, en tout cas d'où je viens, mon père est guyanais, ma mère est eurasienne, c'est-à-dire mi-vietnamienne, mi-française. Et ils se sont rencontrés donc à Marseille. Je suis né à Marseille. J'ai vécu jusqu'à 16 ans en Afrique, au nord du Tchad, à Faya-Largeau, et à Fort-Lamy, qui est maintenant N'Djamena, la capitale du Tchad, et au Sénégal. Donc j'ai passé une grande partie de mon enfance et mon adolescence dans ces deux pays. Et oui, la question de l'origine, c'est vrai que mon père me disait souvent, n'oublie jamais que tu es un descendant d'esclaves. J'ai jamais compris exactement ce qu'il voulait me dire dès petit avec ça, mais peut-être qu'il voulait me dire reste fort ou sois fort. Et à la fois, n'oublie pas peut-être tes origines, justement. Et il se trouve que la vie a fait que mes ancêtres de ma famille, c'est mon père et ma mère. Je connais aucun de mes grands-parents, et encore moins ceux d'avant. Qui fait que la question de l'origine, au bout d'un moment, j'ai fini par la rêver. Et c'est vrai que la question de l'imaginaire dans mon travail et dans ma propre vie est essentielle. C'est-à-dire que je me suis créé des racines, je me suis inventé des racines à partir de mon imaginaire. Et je peux dire aujourd'hui que le fait de les rêver, ça m'amène voilà, dans des espaces peut-être où je n'aurais pas été si je savais d'où je venais vraiment. Je sais que mon nom n'est pas mon nom, mon thé n'est pas mon vrai nom, c'est un nom qui a été donné. Il ne faut pas oublier qu'au Vietnam, à l'époque coloniale, donc mon grand-père s'est marié avec une Vietnamienne et ma mère, sur sa carte d'identité, il y avait père, donc Domecq, et mère inconnue. Parce que l'administration française ne reconnaissait pas le mariage avec des Français avec des indigènes. Qui fait que c'est une sorte d'ablation de la mémoire organisée. Et non seulement on ne connaît pas, pour des raisons que l'on sait du grand voyage, quels sont nos ancêtres, mais en plus, l'administration organisait cet oubli. Et qui fait que ma mère s'est battue pendant très longtemps pour que le nom de ma grand-mère puisse apparaître sur son état civil, chose faite. Donc j'ai maintenant une grand-mère dont je sais le nom et qui est reconnue par l'administration française. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne sait pas aujourd'hui. C'est pas il y a 100 ans, c'est ma grand-mère dont on ne reconnaissait pas l'existence. Donc ces questions d'origine, forcément, elles nous habitent, elles nous traversent et elles nous hantent d'une certaine manière, puisque tu parlais de ça tout à l'heure. Oui, justement, c'est bien, merci, tu me fais un petit lien pour que je continue. Justement, on a beaucoup parlé dans le travail, en tout cas c'est quelque chose que je cherche dans le travail de Bernardo et dans le travail des artistes sur lesquels je fais des recherches.
Quel est le moteur de la création de chaque artiste? Et tout le monde en a un, évidemment, de tout humain d'ailleurs. Mais bon, là, je travaille sur certains artistes. Quel est le moteur? Et donc aussi, quelle est la hantise? Puisque quand il y a des thèmes récurrents qui reviennent dans les œuvres, pour moi, j'ai appelé ça hantise, mais ça peut être un leitmotiv, mais ça me plaît moins comme mot. Et donc, j'ai posé la question à Bernardo, quel est le moteur de création, ton moteur aujourd'hui, peut-être demain encore, et qui traverse ton œuvre. Et donc, quelle est cette hantise? Donc, on a parlé des fantômes, notamment dans Soleil du Nom, un fantôme où ces ombres, ces spectres, ces revenants qui reviennent souvent dans tes pièces. Et voilà, j'aimerais que tu nous parles de ça. C'est vrai que quand tu m'as parlé de cette question de la hantise, je me suis concentré sur, et j'avais jamais fait, c'est hier soir, là, à 3h du matin, que c'est venu. J'ai une image très forte d'un homme noir, torse nu, le corps complètement noué, à genoux, en train de demander un emploi, du travail, à mon père. Je devais avoir 5-6 ans, et cette image est extrêmement forte en moi, et je me dis, quand tu m'as posé la question, je me suis dit, soit à un moment j'ai dû trouver cette situation humiliante, soit je me suis dit, j'aimerais jamais être dans cette situation de demander quelque chose au point de me mettre à genoux, qui peut-être est une manière de me battre encore aujourd'hui, et qui est cette... N'oublie pas que tu es le fils d'esclave, et qu'à un moment, tu vas peut-être te retrouver à genoux à devoir demander à quelqu'un quelque chose. Et en même temps, j'ai travaillé sur les textes de Pierre Guillotat, et où il était sur le plateau à dire ses textes, et je dansais sur ses textes. Et il y avait une salle en face de nous, c'est au Théâtre de la Ville à Paris, qui sifflait de tout son souffle, qui ne supportait pas et l'écriture et ce rapport au plateau que nous proposions. Et je reviens à cette sensation de résistance à baisser les bras ou à baisser la tête. Et je pense que cette force-là, je la tiens de cette hantise que j'ai eue devant moi. C'est qu'à chaque fois que ça se produit, je résiste parce que quand vous avez une moitié de salle qui siffle, c'est pas évident de danser. Mais bon, cette hantise-là m'a permis d'aller au-dessus. Et je suis encore dans ces sensations fortes face à l'adversité. Donc ça pourrait dire aussi, enfin là, je pense à ça quand tu parles, que ton acte de créer, c'est un acte de résistance aussi à cette hantise, ou c'est moi qui extrapole Enfin, moi, j'ai la sensation qu'on est dans un monde scandaleux qui fait que ne pas... être sur un plateau, c'est une manière, effectivement, c'est la verticalité, c'est tenir debout, c'est faire face. Et en proposant une forme, le métier, le travail, la mission d'un artiste, c'est de questionner la forme. Donc pour moi, c'est essentiellement ça. C'est la manière dont je questionne la forme, c'est ma manière à moi de résister, en tout cas. C'est pas forcément que dans le propos, c'est aussi dans les formes qui sont proposées. Dans les formes, voilà. La forme. Donc, par exemple, vous avez, je pense, vu Soleil du Nom hier soir. La forme de Soleil du Nom est singulière, elle t'appartient, elle a ta patte. Moi, j'appelle les formes de danse que tu crées des formes qui peuvent être abstraites ou qui le sont. Hier soir, par exemple, là, je me pose en tant que spectatrice. J'ai vu 3 matières de corps, 3 corps en scène.
Il y avait le corps de la vidéo, de toi, danseur, il y a 30 ans. Donc ce corps qui n'est plus, mais qui était là quand même. Il y avait les ombres qui étaient projetées de ton corps dansant ou de ton corps dans l'immobilité, projetées sur le fond de scène. Et il y avait ton corps, ta réalité de chair, qui était là aussi, mais qui pourtant, pour moi, donc en gravitant autour de ces trois entités, je ne savais plus vraiment où tu étais, enfin, qui était ton vrai toi. Mais peut-être que justement, il n'y en a pas. Que c'est aussi peut-être un des propos du spectacle. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait un voyage en tant que spectatrice, et j'imagine, et vous allez en parler après, que vous avez fait votre voyage aussi, et qui n'est, heureusement, j'espère, pas le même que le mien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a notre voyage sur tes formes chorégraphiques, théâtrales, artistiques, nos voyages de spectateurs, et toi, tu as ton voyage à l'intérieur en tant qu'artiste. Qu'est-ce que tu pourrais avoir à nous dire sur la question de l'abstraction et de comment tu travailles ta forme? Et après, nous, on parlera de comment on la reçoit. Si l'abstraction, enfin, au sens étymologique, qui est abstraher, c'est tirer hors d'eux, c'est-à-dire c'est la fameuse substantifique moelle, c'est dans ce sens-là, je suis assez d'accord. Mais si l'abstraction, ça veut dire on comprend rien ou c'est pas assez clair, je peux comprendre cet état de fait. C'est que pour moi, l'abstraction, je sais que je ne peux pas dire les choses frontalement. C'est pour ça que j'ai choisi la danse. La danse me permet peut-être d'avoir un voyage dans l'indicible. Et parce qu'il y a des choses qui sont pour moi, que je ne peux pas représenter par des mots, je ne peux pas dire, que seul le corps en mouvement, l'être dansant peut dire. Donc cette abstraction, elle est de cet ordre-là, c'est-à-dire que dans le fait que la question du sens, elle est dans le sensible et pas forcément dans la compréhension intellectuelle. Elle passe d'abord par la sensation et comment elle se transforme en pensée. On ne peut pas danser sans pensée, EES. Je pense que la danse est une façon de penser aussi, est une pensée en mouvement, mais pour moi ça c'est très important. Alors moi je parlais, donc après le public aussi va, j'espère, parler de la réception de ton spectacle, mais moi j'y ai vu donc la question des mondes, enfin pour moi des mondes visibles et des mondes invisibles, mais je vois ça souvent dans tes spectacles, des moments de passage, tu crées des passages, et je ne vais pas citer les autres spectacles, même si cet après-midi on va parler de Lux Ténébré, donc c'est un autre de tes spectacles où il va être aussi question de passage. Mais là, moi, j'ai vu, alors, je disais, j'ai vu un Papa Legba à un moment donné du vaudou haïtien. Après, j'ai vu un fantôme de toi. Après, j'ai dit, mais c'est lui, mais il a changé, sa tête est autre, il est habité par quelque chose d'autre. Donc, j'ai l'impression que dans tes spectacles, tu veux ouvrir des mondes. Alors, c'est sans doute tous les artistes qui veulent ouvrir des mondes, hein, mais toi, j'ai l'impression que tu essaies, en tout cas j'ai cette sensation, on passe du monde visible à un monde invisible, on bascule dans c'est pas un au-delà, mais c'est un autre monde. Tu ouvres les barrières, c'est pour ça que j'ai parlé de Papa Legba, mais est-ce que... Ouais, vas-y. Écoute, j'aime bien cette définition en même temps, parce que ma grand-mère était, je ne sais pas si elle était guérisseuse, ou en tout cas, mon père me faisait faire des choses quand j'étais petit. Je devais aller dans le jardin, je devais tourner dans un certain sens, jeter des herbes au-dessus de l'épaule à droite, 2 fois, 3 fois. Il y avait des façons de se mettre le pied au sol, des prières à faire. Donc, jusqu'à mon adolescence, j'ai été dans ces aspects, disons, magiques de la présence au monde. Donc la question de l'invisible était une chose assez quotidienne. Donc je ne m'étonne pas, je dirais, ça ne m'étonne pas que dans les spectacles, cette dimension-là soit aussi présente. Vous parlez de rituel ? C'est une chose qui s'est avérée être
c'est des critiques ou des réflexions sur les spectacles que je fais, où il émane que de plus en plus, mais maintenant je l'accepte, ce sont des rituels. Et Suzanne Burge, à qui je disais ça, elle me disait, mais de toute façon, un spectacle, c'est un rituel. Et donc, du coup, j'accepte maintenant le fait de cette question du rituel, effectivement. Donc, il y a une sorte de cérémonie qui se met en place pour atteindre quelque chose avec le spectateur qui nous aide peut-être à atteindre cet invisible, justement. Mais je crois effectivement au spectacle comme étant un espace possible du rituel. Et pour terminer, pour laisser l'espace à la parole pour vous, à la fois, donc, ça regroupe l'aspect dont on a parlé tout à l'heure de l'abstraction, en tout cas les formes abstraites qui peuvent surgir dans tes spectacles, la question du monde visible et invisible, de l'indicible. Et là, ça m'amène aussi, du coup, à la question de la complexité dans tes spectacles, mais qui aussi est la complexité de l'humain, d'une manière générale. Accepter cette complexité, quand on reçoit ton spectacle, on est face à une complexité, on est face à l'humanité, donc qui est complexe. Et donc là, moi, évidemment, je défends face à ton travail la complexité de la mondialité de Glissant. Mais même si là, on ne va pas parler forcément de Glissant, même si je trouve que c'est extrêmement important aujourd'hui de défendre la complexité. Et donc, est-ce que tu peux, là, toi en tant qu'artiste, nous dire un mot sur l'importance de la complexité dans ton travail aujourd'hui? Voilà. Je crois que c'est pas de moi, mais c'est une chose qu'on devrait apprendre dès l'enfance, la complexité. C'est-à-dire qu'on peut regarder quelqu'un, en fin de compte, voilà, c'est un amas de complexité. Et dans mes spectacles, effectivement, je privilégie beaucoup cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Il y a, non pas pour perturber le regard, mais de fait, il se passe plusieurs choses en même temps, de toute façon. Donc, elles sont matérialisées, soit là c'est un cas un peu, je dirais, extrême avec le Soleil du Nord, parce qu'on a beaucoup de médiums qui sont présents, mais quand il n'y a que de la danse, je dirais même ça, il faut que distribuer, il faut répartir l'intérêt subjectif en tant que spectateur sur la complexité que j'ai en moi et comment elle est révélée à un moment par le spectacle que je vois. Et c'est pour moi essentiel, cette question de la complexité, parce que comme tu viens de le dire, elle est humaine. J'aime bien la pensée, la pensée des rêves, je crois, c'est le temps du rêve, c'est les aborigènes, où quand il dit tu, c'est pas tu, c'est celui que je suis capable de voir aujourd'hui, de ce que je peux voir de toi. Tu es bien plus grand, tu es bien plus haut, tu es bien plus bas, mais ça veut dire ce que je suis capable de recevoir, c'est le tu que je vois. Mais il donne la possibilité à ce tu d'être beaucoup plus que ce que moi je peux voir. Et je pense que cette pensée-là est quelque chose qui est essentiel dans notre monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, ou en tout cas le monde de demain, ce serait que personne n'impose quoi que ce soit, qui que ce soit, mais essayer de construire ensemble. Et c'est ça peut-être là-dessus qu'on pourra, à mon avis, faire quelque chose. C'est construire ensemble. On va terminer là-dessus, je pense que c'est bien. Merci à Bernardo. J'aimerais bien, s'il y a des questions, si vous vouliez réagir ou à ce qui s'est dit ou au spectacle que vous avez pu voir hier. Je passe le micro. Oui, quelles étaient les réactions négatives en question sur le vidéo, sur le film? D'abord parce que il y a à l'époque, comme je disais, souvent les danses, ce sont des captations, c'est-à-dire qu'on capte la danse. Et là, je pense le fait que Théo Hernandez propose cette vision fragmentée du corps, parce qu'on aime
c'est la question, vous savez bien en danse, c'est la question du corps glorieux. Hein, un corps, c'est forcément... voilà, il est valorisé par sa beauté esthétique, etc., etc. Mais Théo en faisait fi et il était lui dans une énergie. Et si, pour moi, la danse avait une visualisation possible, ce film en est l'incarnation, si je puis dire. Voilà. Donc, et à l'époque, d'abord c'était dans le silence, et à l'époque, c'est pas ce qu'on attendait d'un film de danse, ni de la danse en soi. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on l'a montré à l'école des Beaux-Arts à Bourges, à Santiago de Chile, et tous les jeunes étaient complètement... ils disaient, mais ça a été tourné la semaine dernière ou cette année. Ils n'étaient pas du tout dans cette logique. Bon, on est dans un monde aussi, peut-être aujourd'hui, du zapping. On l'a même fait à des CE1, CE2. On ne l'a pas montré les 27 minutes. On n'a montré que 6 minutes. Et les réactions des enfants étaient beaucoup plus... Oui, ils n'étaient pas très surpris par cette manipulation d'image. Bon, d'abord, je voudrais dire que j'ai été très touchée par le spectacle. Personnellement, c'est toujours un peu difficile le débat après, puisque le spectacle dit tout, en fait. Donc, disons qu'il y a 2 étapes. Il y a la première étape où j'essaie de relier des choses qui ne sont pas reliables. C'est-à-dire que le texte, je crois que c'est toi qui le dis. Donc, c'est illustratif. Et puis, il y a un moment très important où tout à coup, ça devient contemplatif. C'est-à-dire que j'absorbe ce qui se passe. Et là, c'est complètement différent parce que je ne suis plus spectatrice, mais je vis une expérience en vérité. Et une expérience dont je ne connais pas moi-même, on est hors du plaisir, de la joie, on est dans autre chose. Et en fait, je vois bien le lendemain à quel point ça travaille, à quel point ça peut être inspirant pour moi qui suis aussi danseuse. Et ce qui m'a intéressé dans cette histoire du rituel, évidemment, un spectacle, c'est un rituel. D'abord, il faut être là à l'heure, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des étapes, hein. Il y a l'avant, il y a le pendant, mais là, je trouve que c'est un rituel, non pas dans le sens de sa construction, parce que tout spectacle est rituel, mais c'est dans le sens où à un moment, il y a un vortex qui s'installe, si on arrive à l'attraper, parce qu'il faut rentrer dans cette spirale, et moi, je ne sais pas où ça s'est passé, mais certainement dans ma mémoire à moi, en fait. Et donc, à ce moment-là, ça y est, je pars dans cette dimension d'abstraction. Alors, il y a la première partie où j'analyse tout. Pourquoi ce corps jeune de ce danseur, qui vraisemblablement est le même, mais a disparu? Quel est ce choix? Est-ce qu'on veut me dire qu'il y a eu cette danse, malgré tout fragmentée, mais d'un corps magnifique, d'un corps d'Apollon? Donc, toute l'idée de la jeunesse. Pourquoi ce texte si érotique de la disparition? Donc, en même temps, dans la narration, parce qu'il y en a une, on m'emmène dans quelque chose qui serait de l'ordre de la nostalgie, du disparu, tu vois? Donc, pour moi, c'est conflictuel, dans la mesure où il y a un concept et en même temps, il y a quelque chose de vivant et de sensible. Tu vois? Donc, il y a 2 niveaux. Il y a la pensée écrite, construite, où on parle donc vraisemblablement de ce que moi j'en vois, de ce qui n'est plus, et ce qui ne sera jamais plus, qui est avant, avec ce qui est vraiment là est accablé quelque part de cette absence. Et en même temps, il y a une expérience sensorielle où ça n'a pas d'importance. Voilà, donc je te remercie de cette... Enfin, moi, je ne connaissais pas ton travail, hein, mais j'ai trouvé ça extrêmement riche pour aussi nourrir la manière dont on peut présenter les choses dans une forme, mais qui ne soit pas fermée. Voilà. Merci. Mais c'est pas moi qui lis le texte. Oui. Donc voilà, c'est l'auteur Oui, elle-même, bien sûr. Non, je croyais. Non, ce que je veux dire, D'accord. C'était que le texte parlait de toi. Ok. Alors que j'ai compris. Voilà. Voilà. Ouais. Et
Mais en tout cas, oui, cette idée du vortex, je suis assez... il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un moment, une sorte de spirale qui se met en marche. Et pratiquement dans tout, c'est ma façon de fonctionner, je pense, maintenant. J'ai besoin de sa sorte de force centrifuge qui va en s'accélérant, mais qui n'est pas forcément visuelle. Elle est dans l'intensité et dans la construction des différents éléments. Comment ils s'articulent pour créer ce vortex. Et soit effectivement on rentre dedans et on est emporté, ou on reste extérieur. C'est toujours je suis toujours déçu quand on rentre pas dedans, mais j'entends que c'est quelque chose dont on peut être complètement extérieur. À un moment, c'est quelque chose qui peut nous mettre à l'extérieur. Le corps disparu. Enfoui. Deux choses. Je pense que d'abord, moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que la présence de Théo Hernandez à travers ce film est très importante pour moi. C'est-à-dire, il est décédé, pardon, j'ai oublié de le dire. Il est décédé en 90 par là, et je trouvais très important, je me sens un petit peu légataire, porteur de ce travail aussi, qui avait été, comme je l'ai précisé, contesté. Je me suis promis de continuer à porter ce travail parce que je pense qu'il est essentiel aujourd'hui dans la question du regard, le regard qu'on peut porter à l'image, mais peut-être sur le monde, de mettre en avant cette façon d'écrire sur l'image. Donc ça, c'est la première chose. Et il se trouve que c'est moi qui suis sur l'image, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ça aurait été pareil. Sauf que, peut-être pour un danseur, c'est quelque chose d'assez impressionnant quand on se remet à refaire la même chose qu'il y a 30 ans, physiquement. La conscience que l'on met dans ce qu'on fait est évidemment différente. Et on n'est pas lésé. Là, je vois qu'il y a Germaine, et c'est une grande dame là-dessus qui pourra en dire 100 fois plus que moi là-dessus. Mais c'est comment on habite nos mouvements aujourd'hui par une épaisseur de conscience, par une conscience augmentée, qui diminue l'énergie nécessaire à mettre, que peut-être on va mettre dans la jeunesse. Et ça, c'est un espace extrêmement jouissif du vieillissement, en danse en particulier. Et c'est quelque chose que je voulais traverser dans un rituel dit spectacle. Et parce qu'il y a une sorte d'enjeu aussi. Donc cette question-là, pour moi, c'est d'où le corps qui est là en présence. Et je l'ai joué à Tokyo, il y a le mois dernier. Et je disais qui était le fantôme? Est-ce que c'était l'image qui était le fantôme de moi ou moi qui suis le fantôme de l'image? Et il me disait, de toute façon, les fantômes chez nous n'ont pas de pied. Ça veut dire que tu ne peux pas être celui qui est sur le plateau, qui a des pieds, donc, qui est le fantôme, c'est forcément celui qui est à l'image. Et tu as un autre qui répondait, oui, mais il a des chaussures rouges. Donc peut-être que les chaussures rouges sont juste là, sont des facsimilés, mais que ses pieds ne sont pas là, mais les chaussures sont là. Et je trouvais c'est comment la poétique de la chaussure s'est mise en marche dans l'imaginaire de ces Japonais qui étaient là, et ce qui est très japonais, c'est comment sur un élément comme celui-là, une histoire s'est mise en marche. Et la présence de ce corps, il y a peut-être effectivement une nostalgie, il y a quelque chose, une sorte de mélancolie, tu parlais aussi, mais il est plus lié à ce rapport, je dirais, de ce que je disais tout à l'heure, d'épaisseur de conscience, qui est aussi celle qui envahit l'espace en direct avec lequel je suis. C'est-à-dire qu'il y a une sorte un peu comme dans le No, où on a un arbre par lequel descendent les dieux et les acteurs jouent. Pour moi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que par cet arbre cinéma, descend celui qui est moi, qui est le fantôme de celui qui est là, d'une certaine manière. Et c'est là, peut-être où moi, cette question je me sens proche
de cette culture japonaise par rapport à cette dimension-là, de l'invisible. Oui, moi je voudrais juste revenir sur justement le texte, parce qu'on a parlé beaucoup d'abstraction, de sensible, de suggestion, et au contraire le texte a quelque chose de très concret qui remet un propos intelligible sur votre danse. Et je me demandais justement comment vous avez pensé ce lien entre le texte et le corps, et finalement pourquoi ce texte finalement, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux propos qui se mêlent, il y a ces deux corps qu'on voit, cette nostalgie entre le corps disparu et le corps vivant, et puis ce texte qui vient se surajouter. Et je sais qu'on parle de complexion, mais moi je recherche un peu du contenu, et j'ai eu du mal à vraiment saisir ce lien. Dire, c'est un texte qui parle justement, qui est très sensuel, vraiment, j'avais besoin de cet espace dans ce tout plutôt abstrait, plutôt imaginaire, d'avoir quelque chose de très cru, de très présent, de très évident. Ce qu'elle dit, oui, on peut dire c'est cru, c'est dit, et c'est un peu lié à ce que je disais tout à l'heure, le fait de sa paralysie l'amène à vraiment mettre toute sa sensualité à travers les mots, et je trouve de ce point de vue-là extrêmement réussi. C'est-à-dire qu'on peut lire que le texte, évidemment, c'est suffisant, mais je trouve que confronté à cette abstraction, justement, on a pour moi ce contraste encore, ça complexifie encore cette chose entre ce qui est par le mot rend peut-être plus corporel que mon propre corps qui est là devant nous. Et c'est la question comment les mots arrivent à donner corps aux choses. Et ça, c'est la magie de la littérature, et en tout cas de certaines littératures. Ce qui est étonnant, c'est que je comprends que ça rende le corps encore plus présent, mais ça en donne une autre image aussi en même temps. Enfin, le texte décrit un autre corps que ce qu'on voit, et on essaye de le superposer, et c'est assez troublant. C'est Godard, je crois, qui disait que le cinéma, c'est filmer la mort au travail. C'est-à-dire que même si on vous filme 3 minutes, c'est entre la première seconde et la dernière, vous avez 3 minutes de vieillissement. Et je trouve ça assez fort, d'une certaine façon. C'est que le cinéma, tout en étant une chose qui est pérenne, et c'est pour moi aussi la question de l'éphémère. La danse est éminemment, profondément, fondamentalement éphémère. Et comment aujourd'hui l'éphémère, c'est ce qui dure. C'est la magie de la danse. Pour moi, c'est aussi cette confrontation-là entre des éléments de l'éphémère qui durent autant qu'un texte, autant qu'une image.